Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les traités internationaux du Saint-Siège. Avec les États en Afrique. 1885 à 2005. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akoa. Dernière parution. Kathleen Gyssels et Bénédicte Ledan. Présence africaine en Europe et au-delà 2010. Joseph Bouzongoula, Service de base et dynamique sociale au Congo, 2010. Narcisse Dovenon, Le Bénin, quelle solution pour un développement durable, 2010. Françoise Ugeo CHUKWU, Le pays Igbo du Nigeria, 2010. Valérie Garando, La décentralisation au Gabon. Une réforme inachevée, 2010. Ferdinand Barraruzunza, Performance des politiques économiques en Afrique subsaharienne. Théorie et évidences empiriques, 2010. Dieudonné Yelikaatamu, Proverbes, paraboles et argot dans la chanson congolaise moderne, 2010. Oumar Sangaré, La production cotonnière en Haute-Guinée, 2010. Osvaldo Adiazo, Des fillettes esclaves à Libreville au XXe siècle, 2010. Alphonse Makengo Nkutu, Les institutions politiques de la rez-de-chaussée, de la République du Zaïre à la République démocratique du Congo, 1990 à nos jours, 2010. Pierre-François Edongontede, Ethno-anthropologie des punitions en Afrique, 2010. Alphonse Makengo Nkutu, Les institutions politiques de la rez-de-chaussée, de l'État indépendant du Congo à la République du Zaïre, 1885 à 1990, 2010. Gaston Mbembandoumba, Transports urbains publics et privés au Congo, Enjeux et pratiques sociales, 2010. Taïrouba, Mali, Le procès permanent, 2010. Ali Gilbert IFFONO, Résistance et survie, un peuple de Guinée face aux colonisations, les Kissia, Guinée, Libéria, Sierra Leone, 2010. En mémoire du Révérend Père Franc Vandewali, né le 2 janvier 1938 et décédé le 20 octobre 2005, prêtre du diocèse de Bregueux, Belgique. Du même auteur. Bezaelamomokelwa, JP, Église et État en République démocratique du Congo. Histoire du droit congolais des religions, 1885 à 2003. Paris, L'Harmattan 2008, 300 p. Bezaelamomokelwa, JP, Église et État en République démocratique du Congo. Fondements juridiques et jurisprudence 1876 à 2006, Paris, L'Harmattan 2009, 239 p. Liste des abréviations et sigles. AAS. Acta Apostolicae Sedis. ADI. Académie diplomatique internationale. AFDDI. Annuaire français de droit international. AR. Cite. Article cité. ASBL. Association sans but lucratif. ASV. Archives secrètes Vatican. BO. Bulletin officiel. CIC. Corpus Juris Canonici. CIJ. Cour internationale de justice. CULR. Catholic University Law Review. DC. Documentation catholique. DDC. Dictionnaire de droit canonique. DTC. Dictionnaire de théologie catholique. Ibidem. Même auteur, même ouvrage et au même endroit. Idem. Même auteur. Monseigneur. Monseigneur. Opsite. Œuvre citée. OUA. Organisation de l'Unité africaine. P. Page. SD. Sans date. SDN. Société des Nations. SE. Son Excellence. SEXC. Son Excellence. SL. Sans lieu. SM. Sa Majesté. UA. Union africaine.
Introduction. L'abondante activité concordataire durant le pontificat du pape Jean-Paul II a suscité beaucoup d'attention et de curiosité. Pourquoi un tel acharnement à la pratique concordataire à une époque où le regain du fondamentalisme religieux suscite beaucoup d'angoisse dans certaines régions du monde? La liberté de religion, un des fondements de société moderne, est-elle en danger? La montée de fondamentalisme religieux n'est-elle pas une menace pour l'État libéral, multiculturel et multireligieux? La recrudescence de la pratique concordataire était-elle liée au prestige du Saint-Siège sur la scène internationale, ou à la magnanimité de la personne du pape Jean-Paul II dont le pontificat s'est illustré sur la scène internationale à la fin du deuxième millénaire? Pour les États africains nouvellement indépendants, est-ce la fin de l'époque de soupçon vis-à-vis de l'Église catholique, qui a été un acteur non négligeable dans l'expansion coloniale de l'impérialisme européen souvent dénoncé dans les discours anticolonialistes? En effet, l'Église catholique a été souvent accusée par les leaders politiques nationalistes africains d'être au service d'un impérialisme occidental multiforme toujours actif depuis son implication dans la colonisation du continent au XIXe siècle. Dans certains milieux catholiques, il y a un réel déni par rapport à l'histoire coloniale. On fait comme si ce qui a eu lieu n'avait pas eu lieu. Il y a trop de silence, trop de non-dits. Or, sans reconnaissance de ce passé-là, comment voulez-vous que les églises locales issues de l'intense activité missionnaire coloniale puissent disposer de repères, se forger une identité et constituer des traces, peu importe qu'elles soient chargées de honte ou de gloire? Qu'elles soient religieuses ou séculières, la mission de la deuxième moitié du XIXe siècle est une expansion de l'Europe occidentale en Afrique. Elle relève d'une stratégie de domination et répond à un rêve occidental porté par les différents programmes missionnaires. Ce rêve plonge ses racines dans l'élaboration de l'idéologie impérialiste, religieuse ou politique, qui le propage dans la société et le projette dans le réel. L'idée missionnaire, écrit M. Prudhomme, traduit plus qu'une internationalisation, un désir de mondialisation de la communauté européenne, désir de s'épanouir dans le cadre mondial dont les limites sont progressivement repoussées grâce aux avancées des différentes missions. 1. La tendance à l'angélisation de l'Église catholique dans l'histoire coloniale est un déni évident de l'histoire, qui est une explication parmi tant d'autres du malaise rencontré par des églises locales dans bien des pays en Afrique. En voulant faire passer l'éponge aux violences et frustrations de l'épopée missionnaire coloniale, en niant les aspects politiques, sociaux et juridiques de l'histoire, on ne permet pas aux héritiers, générations successives de chrétiens, de devenir des chrétiens libres et responsables. Combien de temps a-t-il fallu à l'Église catholique pour reconnaître l'implication de certains de ses membres dans la traite négrière? Le mea culpa présenté par le souverain pontife, le pape Jean-Paul II, à l'Afrique au nom de l'Église, sur l'île de Gorée, à propos de la traite négrière, n'a-t-il pas été une reconnaissance d'une vérité historique? Le déni historique, de la campagne culturicide de politiques assimilationnistes coloniales, était et restera encore au cœur du tourment des églises locales sur le continent africain. Dans le contexte de décolonisation où sont émergés les États successeurs des empires coloniaux, la lutte politique pour la laïcité de l'État se faisait en vue de rétablir la justice et l'égalité pour toutes les traditions religieuses, et le respect des libertés et droits fondamentaux pour tous les citoyens dans les pays. La laïcité de l'État sera alors située plus dans l'approche des solutions aux problèmes liés à la décolonisation, que dans un débat dogmatique entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. En réalité, il s'agit de rejeter le colonialisme et le mythe civilisateur qui en était le fondement, avec une tendance à opérer un retour aux valeurs et aux traditions religieuses africaines, islam et religions traditionnelles africaines, et par l'affirmation de l'unité culturelle et spirituelle de l'Afrique. Dans la postcolonie, l'adoption du principe constitutionnel de la laïcité est une négation du protectionnisme religieux colonial, et marque la fin du monopole des missions religieuses chrétiennes reconnues. Cette adoption entraîne l'ouverture de l'espace public à toutes les croyances religieuses, à toutes les convictions spirituelles et philosophiques. L'émergence d'un État laïque mettait un terme au régime de coopération entre les colonies et les missions religieuses chrétiennes. Le combat pour la laïcité de l'État devenait ainsi un autre aspect de la lutte politique de libération de l'Afrique.
Les traités internationaux du Saint-Siège avec les États sur l'Afrique ou en Afrique n'ont jamais fait l'objet d'études plus systématiques. En réalité, la pratique concordataire du Saint-Siège ne s'était pas encore tournée vers l'Afrique à cause du protectionnisme religieux de traités coloniaux, le traité de Berlin de 1885, la déclaration de Bruxelles de 1910, la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Le régime de coopération obligatoire imposé par la colonisation avait fini par faire des colonies africaines des pays concordataires sans concordat. En fait, la conférence de Berlin avait permis aux puissances occidentales de s'asseoir autour d'une même table pour régler les litiges engendrés par la course à l'occupation de l'Afrique centrale II. C'est pourquoi le Saint-Siège n'avait pas été directement impliqué dans la question de la légitimité de souveraineté des puissances coloniales en Afrique. Autrement dit, il n'y a pas eu recours à l'usage du droit de patronage dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique du XIXe siècle. En effet, dans l'histoire du droit international, la reconnaissance pontificale constituait une des formes de la reconnaissance internationale de la souveraineté d'un prince catholique sur un territoire lointain conquis. Acquérir le droit de patronage du Saint-Siège constituait un atout dans le processus de reconnaissance internationale de la souveraineté du prince catholique sur le nouveau territoire conquis. Par les privilèges de civilisation accordés par les traités coloniaux, le traité de Berlin de 1885, la déclaration de Bruxelles de 1910, la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919, les missions religieuses chrétiennes furent instrumentalisées par les puissances coloniales dans la campagne de la civilisation de l'Afrique. D'où, il n'y avait plus de nécessité pour certaines puissances coloniales de se lier encore par des accords de coopération missionnaire avec le Saint-Siège. L'activité concordataire s'est intensifiée sur le continent récemment sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Le nombre limité de ces accords n'avait pas encore suscité la curiosité de chercheurs. Cependant, les appels répétés du pape Benoît XVI aux officiels des États africains à une plus grande coopération dans les relations diplomatiques par la pratique concordataire laissent entrevoir la nouvelle option du Saint-Siège pour l'Afrique. Le pape Benoît XVI a déjà annoncé à plusieurs reprises ses ambitions de sceller des accords avec les gouvernements africains pour le soutien et le renforcement de l'activité pastorale de l'Église sur le continent. Ce sont ces appels qui nous ont poussés à revisiter l'histoire pour faire la comptabilité de conventions qui lient le Saint-Siège aux États en Afrique. Le Saint-Siège aimerait voir plusieurs États africains s'engager sur la voie de la pratique concordataire ou améliorer les accords qui existent déjà. L'éventuelle perspective des accords plus organiques entre le Saint-Siège et les États pourrait favoriser le développement de l'activité ecclésiale pour l'éducation et la santé dans bien des États, avec l'appui et les subventions publiques que les gouvernements disposeraient à cet effet. Pourquoi cet intérêt du Saint-Siège pour l'Afrique ? Pourquoi des appels répétés du pape Benoît XVI pour une plus grande coopération dans les relations diplomatiques avec les États africains ? L'Église catholique n'est-elle pas rassurée par le régime libéral commun, adopté par les États dans la période postcoloniale ? Après le temps de soupçon, l'heure n'est pas venue de définir les nouvelles bases qui présideront aux relations Église catholique et État dans bien des pays sur le continent ? Autant des questions que l'on peut bien se poser. Avec 160 millions de catholiques, en constante augmentation, l'Afrique est en effet la troisième zone géographique pour la catholicité dont le poids démographique ne pourrait être négligé. Le nombre des catholiques s'est accru, ces dernières années, de 3,1%, pourcentage plus élevé que celui de la croissance de la population qui est de 2,5%. D'ici 2050, 3 nations africaines seront dans la liste des 10 premiers pays catholiques les plus grands du monde. La République démocratique du Congo, 97 millions de catholiques, l'Ouganda, 56 millions, et le Nigeria, 47 millions. L'explosion du catholicisme en Afrique subsaharienne au cours du XXe siècle se place parmi les plus grands succès missionnaires dans l'histoire de l'Église. D'une population catholique égale à 1 900 000 en 1900, on est passé à la fin de pan 2000 à 139 millions, en tenant compte du taux de croissance 6,7%. Il faut rappeler en outre que ces dernières années, près de la moitié du nombre des baptêmes d'adultes au plan mondial ont été enregistrés en Afrique. La croissance du catholicisme en Afrique s'explique donc par des raisons démographiques
et par les succès de l'évangélisation missionnaire initiée au XIXe siècle. Les vocations sacerdotales et religieuses, elles aussi, sont en pleine expansion. Le Bigar Memorial Seminary, séminaire régional pour le Nigeria occidental et oriental, avec plus de 1100 séminaristes, est le plus grand du monde. Le nombre de ces séminaristes correspond à 1/5 du total du nombre des séminaristes qui se préparent actuellement au sacerdoce aux États-Unis. 4. L'avenir de la catholicité ne se joue-t-elle pas dans ces zones de l'hémisphère sud, l'Amérique latine et l'Afrique, à forte croissance démographique où l'Église enregistre des belles avancées numériques? Le Saint-Siège est conscient du changement de la géographie mondiale de la catholicité et des transformations intérieures rapides des zones géographiques religieuses. Le Saint-Siège est aussi conscient de l'évolution des rapports sociaux de la nouvelle dynamique missionnaire qui invite à une stabilisation des institutions d'Église sur cette partie de la planète. Face à ces transformations rapides, le Saint-Siège n'est-il pas appelé à chercher des nouvelles voies de coopération entre le Saint-Siège et les États africains ou les institutions continentales? L'argument sociologique vaut également en faveur de l'Église catholique vis-à-vis des États sur le continent, car les fidèles catholiques représentent un poids démographique dans bien des pays, qui constitue une force sociale avec laquelle les gouvernements doivent compter. L'Église catholique rappelle aux États leur obligation de protection des droits de la personne humaine, défendue par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, et par tous les instruments juridiques internationaux de défense des droits de l'homme. L'Église catholique ne revendique pas d'avoir un régime de faveur mais un régime commun libéral, qui garantit la protection des droits de l'homme. 5. Cet argument sociologique n'est pas la seule plausible pour justifier la situation. Durant la période coloniale, les missions religieuses, pour leur implication dans l'œuvre de la civilisation de l'Afrique, recevaient des subventions publiques des colonies pour une grande part. Avec l'accession des anciennes colonies à la souveraineté internationale, les traités coloniaux, le traité de Berlin de 1885, la déclaration de Bruxelles de 1910, la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919, tombaient caduques et les missions religieuses furent privées du soutien financier public dans bien des États. Désormais, les pouvoirs publics ne financent plus directement les missions religieuses. Ces dernières sont alors appelées à survivre financièrement, grâce à la communion des églises euro-américaines et à la charité chrétienne. Dans cette ambiance de décolonisation, les églises locales issues des anciennes missions religieuses vont tomber dans une situation de précarité financière croissante du jour au lendemain. Elles ne survivront que grâce à la communion de l'Église universelle, à travers son puissant réseau des organismes internationaux de charité catholique. Cependant, ces organismes ne pourraient pas suppléer indéfiniment au manque des subventions publiques, et la question de subventionnement des œuvres sociales d'Église, qu'on appelait à l'époque coloniale, les bonnes œuvres de la mission, paraît être une préoccupation pour le Saint-Siège. Avec l'extinction des traités coloniaux, ne faudrait-il pas rappeler le poids de l'héritage historique colonial de l'immense activité ecclésiale dans les secteurs de l'éducation et de la santé? La charité chrétienne de la catholicité suffit-elle à en supporter les frais? Les puissances publiques n'ont-elles pas l'obligation d'accorder des subventions publiques aux institutions d'Église pour leur collaboration dans la réalisation des activités d'utilité publique, ou lorsqu'elles participent à une mission de service public? Il ne s'agit pas de subventionner les activités religieuses, mais d'accorder des subventions publiques aux institutions d'Église sans lesquelles elles ne peuvent pas fonctionner, et accomplir ainsi les œuvres d'utilité publique qu'elles accomplissent. Le Saint-Siège n'est-il pas obligé de solliciter les États, à créer des conditions juridiques capables de favoriser la capacité d'action des institutions ecclésiales par l'octroi de subventions publiques? Après l'époque de soupçon qui suivit la période des indépendances politiques sur le continent, ne fallait-il pas dépasser les rancœurs nées du processus de décolonisation? La politique du non-alignement adoptée par les pays nouvellement indépendants n'avait pas survécu après la génération de ses fondateurs. Le neutralisme prôné par le mouvement des non-alignés s'est métamorphosé par l'effondrement du bloc soviétique et avec l'émergence de l'islam politique sur la scène internationale. Le déclin du neutralisme ne constitue pas un facteur de stabilisation et de pacification,
qu'entendait apporter le mouvement des non-alignés. En grand observateur de la scène internationale, le Saint-Siège n'ignore pas le danger de la spiritualisation du politique dans les revendications du mouvement des non-alignés, où il n'y a pas une autonomisation du temporel, pas de principe de laïcité 6. Le Saint-Siège n'est-il pas appelé à assurer et protéger sa propre liberté d'action, par la création des accords avec les États? Là encore, le Saint-Siège n'est-il pas obligé à chercher un cadre juridique qui assure et protège le statut juridique de l'Église catholique dans bien des États sur le continent? Un demi-siècle après la vague des indépendances des anciennes colonies africaines, l'Afrique s'avère être un continent ouvert à toute influence idéologique qui limite sa marge d'expression propre. Depuis que le vent de la démocratisation a soufflé sur le continent dans les années 1990, la religion a investi l'espace public. Mais la percée des églises évangéliques en Afrique est le résultat d'une lutte soutenue dans le temps par les lobbies protestants américains, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, contre le protectionnisme religieux dans les colonies africaines. En investissant le champ social et humanitaire pour pallier aux carences de l'État, les églises évangéliques n'ont-elles pas rejoint l'Église catholique dans le champ de collaboration entre l'Église et l'État? L'afflux de gros capitaux non contrôlés par les puissances publiques fait de ces églises évangéliques des nouveaux mentors sur la scène sociopolitique. Sur ce marché sans loi du religieux et où la concurrence devient de plus en plus rude, les églises évangéliques établissent un mélange détonnant entre la religion, l'argent et la politique. Là encore, le Saint-Siège n'ignore pas le danger de la spiritualisation du politique, et cherche à assurer et protéger des institutions ecclésiales par une diplomatie bilatérale avec les États pour la collaboration de l'Église catholique dans la réalisation des activités d'utilité publique. Cette visite de l'histoire consacre en effet 120 ans de l'entrée des États importés par la colonisation en Afrique, dans l'histoire de relations diplomatiques du Saint-Siège. Cette revisitation de l'histoire remonte à la conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, qui consacra la colonisation du continent au XIXe siècle. Qu'on le veuille ou pas, on ne cessera pas de le rappeler que les États modernes en Afrique sont un produit de la conférence de Berlin. L'État moderne en Afrique est une réalité importée par la colonisation sur le continent. La colonisation démantela les sociétés politiques et les institutions préexistantes africaines, et effaça les espaces et entités politiques, ainsi que toutes les organisations sociales dans les nouveaux empires coloniaux. 7. La présente investigation s'arrête à Pan 2005, qui est l'année de la fin du pontificat du pape Jean-Paul II, qui aura été le pape concordataire pour l'Afrique. En effet, à part l'accord avec la Tunisie, tous les autres traités de la post-colonie ont été conclus sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Le présent ouvrage rassemble tous les traités internationaux du Saint-Siège avec les États sur l'Afrique ou en Afrique durant cette période. L'activité concordataire du Saint-Siège en Afrique a marqué un tournant décisif dans ses relations internationales avec les États sur le continent. Pendant la colonisation, elle a permis de protéger et d'intégrer l'activité missionnaire dans le service public de la puissance coloniale civilisatrice. Dans le nouveau contexte d'émergence de l'état de droit de la post-colonie, elle permet d'assurer la liberté de religion en tant qu'un droit fondamental protégé par plusieurs instruments juridiques internationaux dans sa double dimension individuelle et institutionnelle. La pratique concordataire protège l'Église contre les aléas des options et des changements politiques des pays concernés. Elle permet à l'Église catholique de s'intégrer dans le champ de constructions idéologiques et politiques internationales, où le service de l'homme apparaît au premier plan. De son implication à la civilisation de l'Afrique à son engagement pour le développement en faveur de l'Afrique, il y a une recomposition du discours qui garde une constante, le service de l'homme. Pendant la colonisation, les traités coloniaux, le traité de Berlin de 1885, la déclaration de Bruxelles de 1910, la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919, imposait un régime de coopération entre les puissances publiques et les missions religieuses dans l'entreprise de la civilisation de l'Afrique. Le régime colonial de coopération fut renforcé par la création des accords de coopération missionnaire entre le Saint-Siège et les puissances coloniales pour les colonies portugaises, le Congo belge et le protectorat de Tunisie.
Dans la postcolonie, la pratique concordataire du Saint-Siège en Afrique s'est intensifiée par la signature de 8 accords avec 5 États, et un accord avec l'Organisation de l'Unité africaine. Le modus vivendi de 1964 avec la Tunisie assure l'organisation des activités et institutions religieuses catholiques dans le pays. Le traité de 1983 avec le Royaume du Maroc accorde le statut juridique à l'Église catholique. Le traité du 5 juillet 1989 avec le Cameroun concerne le siège de l'Institut catholique de Yaoundé. Ensuite, l'accord du 17 août 1995 porte sur la reconnaissance des titres universitaires délivrés par l'Université catholique de l'Afrique centrale. Les traités de 1989 et de 1992 avec la Côte d'Ivoire portent sur des sujets spécifiques relatifs aux institutions de Yamoussoukro. Le traité du 12 décembre 1997 avec la République gabonaise porte sur les principes et sur certaines dispositions juridiques concernant leurs relations et leur collaboration. Le traité du 26 juillet 2001 avec le Gabon porte sur le statut de l'enseignement catholique au Gabon. Le traité du 19 octobre 2000 avec l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a été scellé en faveur de la justice et la paix dans le monde. Le présent ouvrage est divisé en 3 chapitres de dimensions inégales. Dans le premier chapitre, nous essayerons de cerner la place du Saint-Siège dans les relations internationales. Le Saint-Siège est un acteur sur la scène internationale et est doté d'une personnalité morale de droit international. C'est pourquoi le Saint-Siège peut conclure des traités internationaux et participe à l'adoption des instruments juridiques internationaux. Nous scruterons le sens du traité en droit international, plus spécialement du concordat ou traité international avec le Saint-Siège, et ensuite nous montrerons sa place dans le droit de l'Église catholique. Dans le deuxième chapitre, nous reproduirons in extenso tous les traités internationaux du Saint-Siège avec les États sur l'Afrique ou en Afrique. Dans le troisième chapitre, nous reproduirons le traité qui lie le Saint-Siège à une institution politique continentale, l'Union africaine. En guise de conclusion, nous présenterons succinctement les caractéristiques de traités internationaux du Saint-Siège avec les États sur l'Afrique ou en Afrique. La lecture de ces traités internationaux nous permet de cerner l'objet spécifique de la coopération entre le Saint-Siège et les États en Afrique. Elle nous offre ainsi de saisir des éventuelles voies de coopération sur les matières d'intérêt commun comme l'éducation, la santé ou les droits de l'homme, et même sur des sujets spécifiques touchant à l'ordre public international. Les textes repris par le présent ouvrage ont été tirés dans l'organe officiel de l'Église, Acta Apostolica Sedis, dans les journaux officiels des États, dans des recueils de traités internationaux et dans différentes revues spécialisées. Le présent ouvrage est un travail de pionnier jamais réalisé sur les relations diplomatiques du Saint-Siège avec les États africains, et permet d'avoir un nouveau regard sur l'activité de l'Église catholique sur le continent africain. Chapitre 1er. Les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les États en Afrique. Dès le 1er siècle, l'Afrique septentrionale a été au-devant de la scène de l'aventure chrétienne. C'est par des agents de l'administration romaine, des Juifs, des marins, des commerçants et des esclaves que le christianisme va se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Du IIe au IVe siècle, l'Afrique du Nord connaît une intense et immense activité apostolique. Du bassin méditerranéen, le christianisme va se propager dans le bassin du fleuve Nil en Nubie et en Éthiopie. Après la conquête vandale, écrit Madame Isabelle de Golemin, puis l'expansion de l'islam, le christianisme, très romanisé et fragilisé par ses divisions, s'effondre. Il faut attendre les 15e-16e siècles pour qu'une nouvelle évangélisation se fasse, par le biais des Portugais explorateurs, notamment dans les îles Canaries, du Cap-Vert et de Madagascar, et dans les régions du Bénin, du Bas-Congo, de l'Angola, du Mozambique. Pourtant, le XVIIIe siècle voit s'éteindre la quasi-totalité des missions au sud du Sahara. 8. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'appui de puissances coloniales, que l'évangélisation va se faire de façon systématique dans toutes les colonies africaines. L'idée de la civilisation de l'Afrique est née de la compassion des abolitionnistes américains du XVIIIe siècle, et prendra son envol avec l'engagement chrétien par la création des sociétés missionnaires anti-esclavagistes dans la première moitié du XIXe siècle.
Les sociétés missionnaires protestantes américaines d'abord et les catholiques ensuite, se lancèrent dans la besogne de rachat des esclaves pour les rendre libres et en faire des chrétiens. C'est la mise sur pied des grandes explorations à l'intérieur du continent. Deux grandes figures catholiques s'illustrent dans cette aventure, l'italien Comboni et le français Lavigerie. Ils proposèrent deux plans pour l'exploration de l'Afrique, fondés sur la collaboration de tous les acteurs intéressés par la lutte contre l'esclavagisme qui secouait encore le continent. Les deux visions missionnaires influenceront les options missionnaires du gouvernement de l'Église. L'option diplomatique pour l'évangélisation dans l'œuvre de la civilisation de l'Afrique. Les missions en Afrique vont se développer dans la recherche d'une collaboration avec les pouvoirs séculiers et l'exploitation systématique des possibilités offertes par la conjoncture. Le Saint-Siège se saisit des opportunités politiques pour l'implantation de l'Église dans les empires coloniaux neufs. Les instituts et sociétés missionnaires pénètrent plus avant dans les terres et commencent à fonder des missions apostoliques. Pendant la colonisation, l'évangélisation est l'action de répandre les doctrines religieuses chrétiennes et les principes de la morale chrétienne de nations civilisées parmi les populations indigènes. L'évangélisation est considérée par les puissances publiques coloniales comme un service public d'instruction à la civilisation, christianisation. L'histoire des relations diplomatiques du Saint-Siège avec l'Afrique est liée à l'histoire du christianisme en Afrique. Notre propos n'est pas de faire l'histoire des rapports de la papauté avec l'Afrique inscrits dans la longue histoire du christianisme. Nous nous inscrivons sur le registre de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les États ou institutions politiques en Afrique, dans le contexte où l'évangélisation est un défi dans le nouveau processus de désintégration et réintégration de l'espace africain par des constructions sociopolitiques dues à la colonisation ou à la décolonisation des peuples africains. Dès le début de la campagne de l'européanisation du monde par le mythe de civilisation au XIXe siècle, le Saint-Siège passe à l'avant-garde de la défense de la protection du droit à la liberté religieuse dans les nouveaux empires coloniaux. Les États africains modernes sont des États nés par voie de sécession des empires coloniaux, suite au mouvement de décolonisation, qui a marqué la scène politique internationale dans la deuxième moitié du XXe siècle. En vertu des principes du droit international du jus cogens, ces États sont des États successeurs des anciennes puissances coloniales. Les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les États africains modernes sont à mettre au bénéfice de cet héritage historique. Le contexte d'émergence de ces relations est la transplantation ou mieux l'importation de l'État moderne, en tant que nouvelle structure politique sur le continent par la campagne de l'européanisation du monde au XIXe siècle. Les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les États africains modernes sont à inscrire dans la dynamique de la conquête coloniale en Afrique par les puissances européennes. Il s'agit bien d'un regard qualifié de stratégique par le prosélytisme missionnaire catholique, ou de l'instrumentalisation de la religion par les politiques coloniales européennes. Quoi qu'il en soit, ces relations sont nées de la volonté des États européens colonisateurs en quête des privilèges et droits sur les territoires lointains nouvellement conquis. Elles sont à mettre au crédit de la dynamique de l'expansion coloniale européenne en Afrique. Les puissances coloniales européennes s'approchèrent du Saint-Siège pour l'entreprise de la civilisation de l'Afrique. En effet, le Saint-Siège est un acteur historique sur la scène internationale. Comme le souligne M. Mineras, le fait que le Saint-Siège jouisse de la qualité de sujet de droit international est un phénomène qui s'inscrit dans la continuité historique. En réalité, avant même que n'aient pris forme les États nationaux en Europe, et que n'ait été élaborée une doctrine du droit des gens, le siège apostolique était reconnu comme l'organe capable d'agir au nom de l'Église catholique et de l'engager face aux souverains temporels. 10. La colonisation s'est toujours faite par l'extension de l'autorité des États sur des territoires considérés comme sans maître, terra nullius, dans l'histoire. Dans l'histoire des colonisations, les princes catholiques demandaient au Saint-Siège le droit de patronage, ius patronatus, de l'évangélisation des nouveaux territoires conquis, CIC 1917, Cannes. 1448, 11. Acquérir le droit de patronage du Saint-Siège constituait un atout dans le processus de reconnaissance internationale de la souveraineté du prince catholique sur le nouveau territoire conquis. Le droit de patronage constituait un premier acte de reconnaissance internationale accordé par le Saint-Siège au prince catholique.
Le droit de patronage constituait un titre juridique colonial opposable en cas de contestation de propriété dans l'histoire des colonisations 12. L'attribution pontificale fut un moyen d'acquisition d'un territoire sans maître. Comme l'écrit M. Dera, en 1486, le pape Clément VI attribue la souveraineté des Canaries à l'Espagne, et en 1493, Alexandre VI Borgia, par la bulle Inter Caeteroe, place les espaces découverts et à découvrir à l'ouest d'une ligne au large du Cap-Vert sous la souveraineté espagnole, excepté le Brésil. Le traité de Tordesillas, le 7 juin 1494, entérine l'accord des rois catholiques d'Espagne et de Jean II du Portugal sur la délimitation de leurs futures possessions coloniales. Le traité partagera le monde à découvrir entre les deux pays. Les terres à l'ouest du méridien Amérique moins le Brésil appartiendraient à l'Espagne et celles à l'est, Brésil et Afrique, au Portugal 13. Les nobles mobiles de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.